Radio Divan. Pour une psychanalyse populaire, l'émission de Guylaine Dubois et Lucas Bielli, produite et réalisée par FM+. Bonjour Lucas Bielli. Bonjour Guylaine Dubois. Alors pour cette émission Radio Divan que nous animons, vous allez nous parler aujourd'hui du jeu, comme jouer. Exactement. Et nous allons faire encore un petit voyage historique pour nous retrouver immédiatement au Paléolithique. Car c'est à cette époque que remontent les premières preuves de jeu. D'ailleurs, l'une des plus anciennes traces découvertes est le jeu de semaille, également connu sous le nom de Mancala, dont les versions gravées dans la roche ont été trouvées en Jordanie. Alors il s'agit d'un jeu de stratégie qui implique le déplacement de graines ou de pierres sur un plateau avec plusieurs trous. Outre son rôle en tant que passe-temps, ce jeu avait également une signification culturelle et parfois rituelle. En Afrique, certains jeux étaient utilisés pour deviner l'avenir, tandis qu'en Asie et dans le Pacifique, ils étaient parfois associés à des cycles de plantation, donc liés à l'agriculture. Jouer à des jeux comme le Mancala a eu des implications importantes pour le développement cognitif à cette époque. Les jeux de stratégie demandent de la planification, de l'anticipation et une pensée assez flexible, des compétences qui sont bénéfiques dans de nombreux aspects de notre vie. Allons un peu plus loin, ou plutôt plus proche vers nous, dans la Chine ancienne, donc remontant à au moins 6e siècle avant notre ère. Et nous allons parler du jeu de Go, qui est considéré comme l'un des plus anciens jeux de plateau encore joués aujourd'hui, et a une riche histoire culturelle. Alors ce jeu était considéré comme l'une des 4 compétences artistiques que devaient maîtriser les lettrés chinois, aux côtés de la calligraphie, de la peinture et de la musique. Jouer au Go était donc non seulement un passe-temps aussi, mais également ici une expression de statut social. Du point de vue psychanalytique, on pourrait dire que le plateau de jeu est comme une représentation symbolique de l'espace intérieur, mais aussi extérieur du joueur. Car il doit à la fois être conscient de son propre territoire et attentif à l'espace de l'adversaire. Ici, on se rapproche de la notion d'individuation, où le sujet doit à la fois se prendre en compte, mais également le monde qui l'entoure. La notion de conflit et de rivalité est l'essence de ce jeu. C'est une image de la représentation symbolique des conflits internes que nous vivons entre nos désirs conscients et inconscients, et des conflits avec les autres. On se rapproche du concept freudien du désir, car le joueur doit non seulement comprendre son propre désir, son objectif dans le jeu, mais aussi le désir de l'adversaire. Le jeu de Go demande une bonne planification stratégique, mais aussi une capacité d'anticiper les mouvements de l'adversaire. C'est aussi un jeu lent qui demande de la patience. C'est une forme de formation à la frustration, une compétence importante dans la vie où nous ne pouvons pas toujours obtenir ce que nous voulons immédiatement. Ici, on pourrait parler du principe de réalité, où le sujet doit apprendre à différer la gratification et à tolérer la frustration. Alors Guylaine, à présent, nous allons aller à notre époque contemporaine et parler des jeux vidéo. Car le développement des jeux vidéo a radicalement transformé la façon dont nous jouons. Ils sont devenus une forme de divertissement omniprésente, offrant une immersion et une interactivité sans précédent. Ils engagent les joueurs dans des mondes virtuels où ils peuvent explorer, résoudre des énigmes, accomplir des missions ou interagir avec d'autres joueurs en créant chacun son avatar. L'opportunité de créer, de contrôler un avatar dans un jeu est une extension numérique du jeu de rôle. En psychanalyse, le jeu de rôle est vu comme une manière d'explorer et d'exprimer des aspects cachés de notre identité. Cette idée a été discutée par Carl Gustav Jung avec son concept des archétypes et des ombres, ou les différentes facettes de notre personnalité, celles que nous avons tendance à réprimer. Donc les avatars peuvent être considérés comme une forme de cette ombre, permettant aux joueurs d'explorer des identités alternatives en toute sécurité. Alors la place du fantasme est également importante. C'est une construction mentale qui représente les désirs inconscients d'un individu. Les jeux vidéo, avec leur monde imaginaire et leurs scénarios fantastiques, fonctionnent comme des espaces où ces fantasmes sont explorés. Par exemple, un joueur pourrait vivre des fantasmes de puissance, de contrôle, ou même de lâcher prise dans le contexte d'un jeu, satisfaisant ses désirs, mais dans un environnement virtuel. On pourrait également parler de la notion des défis, qui à de rares occasions sont une voie pour la sublimation, où les pulsions compétitives et agressives sont canalisées de manière constructive. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le sentiment d'accomplissement est si fort dans les jeux. Ils permettent une expression directe et valorisée de ces pulsions. Mais cependant, si le jeu sert simplement à détourner l'attention d'une personne de problèmes négatifs de sa vie, sans apporter d'épanouissement ou de satisfaction réelle,
alors nous pouvons dire que nous sommes face à un mécanisme de déplacement qui est coûteux en énergie psychique à court, moyen et long terme. Alors par exemple, si un sujet utilise le jeu pour éviter des problèmes dans sa vie, comme de l'angoisse ou des peurs, elle pourrait finir petit à petit plus stressée et épuisée au fur et à mesure qu'elle utilise ce mécanisme de défense. Merci Lucas Bielli pour cet exposé sur le jeu. C'était intéressant d'associer justement jeu et psychanalyse, ce qui n'est pas si facile. Est-ce qu'il est arrivé qu'on puisse utiliser justement le jeu directement dans un cabinet de psychanalyste ? Oui, d'ailleurs, je n'ai pas parlé de Winnicott. Mais, c'est l'occasion. Et oui, donc alors, si vous voulez parler du cabinet du psychanalyste, c'est une notion qu'il appelait un espace potentiel. Si vous voulez, c'est un espace intermédiaire entre le moi et l'objet, où le jeu et la créativité se produisent. Bon, on pourrait prendre les exemples pour les petits-enfants d'un bac à sable, et pour revenir aux jeux vidéo, ça serait plus un univers virtuel. D'ailleurs, Winnicott parlait aussi de l'objet transitionnel, un objet que l'enfant utilise pour faciliter la transition entre son monde intérieur et le monde extérieur. C'était souvent une peluche, d'ailleurs. Et pour les jeux vidéo, on pourrait se dire que l'avatar est une sorte d'objet transitionnel moderne, car il sert de lien entre le moi du joueur et le monde extérieur du jeu. Mmh. Ce que vous évoquez me fait aussi penser au travail de Françoise Dolto auprès des enfants. Certes, elle ne disait pas que les enfants jouaient, bien au contraire, c'était un jeu sérieux, pourrait-on dire. Mais c'était aussi une façon pour elle d'accéder à leur mode, à leur langage. Qui passait justement par le jeu. Donc c'est très important cette dynamique du jeu, même en psychanalyse. Et oui, car les enfants, même chez Dolto, ils prenaient un jeu pour chaque enfant, car pour lui c'est un modèle de construction. Donc c'est très important de suivre ce chemin et pas forcément de lui mettre des jeux qui sont radicalement opposés à déjà son désir de développement. Mmh. Bon, alors évidemment, comme pour tous les outils, la clé, surtout à notre époque, c'est une utilisation judicieuse et équilibrée des jeux vidéo. Mmh. On y reviendra sûrement très vite, très bientôt. Merci Lucas. Si vous le souhaitez, écoutez, à bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.